Bonjour à tout le monde, bienvenue dans ce nouveau podcast du magazine Programmé. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Étienne Deneuve. Bonjour à toi. Bonjour. Alors, je te laisse te présenter en quelques mots et ensuite je donnerai un petit peu le thème de ce podcast. Et ben donc du coup je suis Étienne Deneuve, donc j'ai fondé il y a maintenant 5 ans Simplified. Ça fait déjà 5 ans. Et donc en fait j'aide des entreprises à moderniser leur pipeline de CI/CD, les fonctionnements de leur cluster Kubernetes Mhm. et ce genre de choses. Et du coup dans la démarche que j'entreprends, donc il y a à la fois forcément du DevSecOps, mais aussi du FinOps et du GreenOps, parce qu'en fait tout est lié, hein. À partir du moment où on a des chaînes de CI/CD Mhm. et des clusters Kubernetes, le FinOps va vite devenir une priorité parce que les clusters Kube, ça peut coûter très cher si on fait pas attention. Et donc, du coup, voilà, c'est à peu près ce que je fais, quoi. Mhm. D'accord. Alors, effectivement, quand on échangeait ensemble un petit peu, en fait, tout est parti d'un post sur un LinkedIn. Bah, autour de ce que tu voyais sur le poids des images, hein, surtout en conteneur. Tout ce qui est tourné un petit peu autour du FinOps, du GreenOps, ce qu'on appelle aujourd'hui le GreenOps. Et en fait, tu te rends compte que il y a l'aspect financier, évidemment, parce que des images mal taillées, ça a un impact. Et l'impact aussi, bah, derrière, c'est tout ce qui est autour de l'infra et des ressources qui sont mal optimisées, mal utilisées ou qui sont disproportionnées par rapport aux usages que l'on en fait vraiment. Euh, et donc, autour un petit peu de tout ça, bah, tu as un petit peu creusé l'idée, le sujet, et tu es tombé sur quand même bah, on va dire des perles, hein, parce que en fait, tu t'es aperçu que il y a un travail d'optimisation qui est assez incroyable à faire, et qu'aujourd'hui on gaspille beaucoup de ressources par cette absence de travail, au bout du compte. En fait, bah, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que les images Docker, au final, les modifications à faire, elles sont pas très lourdes, hein. On n'est pas sur Mmh, un chantier qui dure des années ou quoi que ce soit. mmh, Moi, j'ai réalisé ce travail pour un client il y a mmh, maintenant 4 ans, et donc c'est comme ça que j'ai eu l'idée de me dire, bah, si on faisait le chiffrage complet de bout en bout de combien ça coûte d'avoir une image qui serait trop grosse, ne serait-ce que de 100 mégas. Je suis pas parti sur une image qui mmh, serait obèse, mmh, plusieurs gigas, etc. mmh, Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que du coup, si tu rajoutes tous les coûts euh, dans une version, on va dire, optimiste, avec une seule image, une équipe de dev de 5 personnes, parce que ça a son importance, je l'expliquerai après. mmh. La version optimiste et réaliste minimaliste, enfin la plus petite possible, on est à peu près autour de 2500 euros par an de perte en finance. Dans cette partie-là, qu'est-ce que j'inclus dedans? Donc il y a le temps de développement, il y a le coût dans les registries, donc des images Docker, parce qu'il faut bien Mmh. les stocker. Il y a la partie Kubernetes, parce que forcément, ça va avoir un impact dessus, ça on va y revenir aussi. Et il y a l'aspect sécurité aussi. L'aspect sécurité, il est quand même assez important en termes de coût, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on va avoir une image trop grosse, forcément, on a des dépendances en trop. Et à partir du moment où on a des dépendances en trop, bah, il y a des vulnérabilités en trop. Et donc, du coup, il faut investiguer dans chaque vulnérabilité pour savoir si effectivement elle est exposée, est-ce Mmh. qu'elle est vraiment à risque, etc. Parce que bon, il peut y avoir une CVE10 dans ton image, mais au final, elle n'est pas exploitable. En fait, finalement, ça sert à rien de la corriger parce que bah, ça t'apporte rien. Mmh. Si par contre, on prend le scénario le plus noir possible, le plus pessimiste possible, avec des chaînes de CI/CD vraiment pas terribles, etc., Mmh. euh, on arrive à un surcoût de 6540 euros par an, hors charge. Je n'ai pas inclus les charges salariales dans le calcul, Mmh. euh, pour que ce soit un peu plus réaliste. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais expliquer un petit peu donc les différents postes de, enfin, on va dire le scénario du calcul, quoi. Mmh. Euh, donc le scénario du calcul, je suis parti donc sur une image de 100 mégas, une équipe de 5 personnes et avec un tarif horaire de 22 euros à peu près par personne.
J'ai pris la moyenne en France d'un salaire de développeur hors charge. C'est France entière, c'est pas Paris centrique, on va dire. Ouais. Les salaires sont un peu différents, mais voilà. Donc du coup, si on suppose que en fait, que l'image en fait ralentit le pool, parce qu'à chaque fois qu'on va aller récupérer cette image, ça va ralentir de 30 secondes si on a 100 mégas de plus. Ok. Donc si par exemple en plus l'équipe elle est en remote, elle utilise un VPN qui serait un peu lent ou quelque chose comme ça, on pourrait même arriver à 1 minute d'attente. Donc si par exemple dans l'équipe on fait 2 pools le matin, enfin 2 pools dans la journée, donc un le matin, un l'après-midi et un push par jour, donc avec la bulle de l'image sur 22 jours, bah, du coup en fait on arrive à en moyenne 1 minute de perdu par jour, par personne, donc on multiplie par 5. Et donc sur 22 jours de travail, on perd 22 minutes de productivité, donc à peu près 0,36 heures par mois. Donc ça, je l'ai inclus dedans, parce que souvent, en fait, dans une démarche FinOps, on ne va pas inclure le temps perdu par les équipes à attendre après quelque chose. Et ce temps-là, en fait, finalement, si le développeur il passe à un autre sujet, potentiellement, il va oublier qu'il est en train de faire, et donc du coup, en fait, ça marche pas, quoi. Donc au final, ce qu'on se rend compte, c'est que même si on a des pipelines qui sont, on va dire entre guillemets rapides, on va avoir tendance, moi-même, je n'ai pas de souci avec ça, on va attendre que la pipeline se termine pour savoir si ça marchait. Donc en fait, normalement, on n'est pas censé attendre, mais on le fait tous. Donc, ça, c'est une réalité. Donc si on valorise ces 0,36 heures par mois à 22 € de l'heure, ça nous donne à peu près 7,92 € par mois par personne. Donc sur l'équipe, ça fait déjà 40,60 € qui ont un impact juste sur l'environnement de dev local. Et je parle pas je parle pas encore de la CI, je parle pas encore de tout ça. Donc déjà, ça fait cette partie-là. Ensuite, on a des surcoûts au niveau de la lenteur de la CI. Parce que forcément, si on a des images qui sont plus grosses, la CI, elle est plus longue. Et donc, du coup, on va perdre encore du temps. Donc là, je refais le calcul en version courte. Donc, du coup, ça nous fait environ 0,18 heures par mois et par personne. Donc, au total, ça nous fait encore un supplément de 19,80 € pour une seule image. Aussi, c'est toujours une seule image. Donc, on imagine une application avec plusieurs microservices où, en moyenne, on va avoir à minima, je dirais, 5-6 images différentes. Donc, tout ça cumulé, en fait, ça ferait beaucoup. Donc, si on fait le total, en fait, en projection annuelle, on est aux alentours de 700,80 € de perdus, juste pour le poste, on va dire, CI plus environnement de dev locaux. OK ? D'accord. Si on rajoute la partie sécu, parce que du coup, là, c'est aussi le nerf de la guerre. Hein. Donc, si par exemple, on détecte 2 vulnérabilités par mois, okay, chaque correction, ça prend en moyenne 1 heure à peu près, minimum, en étant optimiste. Mais du coup, en fait, si on fait le calcul, ça fait encore 44 € par mois de perdu dans le patching et dans les corrections d'une dépendance qui potentiellement n'a rien à faire là-dedans. Ça, c'est quand même pas rien. Ensuite, il y a le surcoût des scans, parce que les outils en fait qui scannent les images, souvent en fait, ça va être du SaaS. Donc du coup, on paye à l'usage. Et donc du coup, j'ai fait les calculs. Alors que ce soit en SaaS ou que ce soit en self-hosted pour faire de l'analyse de sécu avec des outils comme Trivy ou des choses comme ça, on arrive à peu près au même coût en moyenne, c'est à peu près 18 centimes d'euros par scan. Ça va, ça reste raisonnable. Ouais. Sauf que du coup, comme on fait à peu près 220 push en moyenne dans le mois, en fait, on va avoir 44 € de plus par mois, juste avec ces 18 centimes. C'est pas anodin, quoi. En plus, comme l'image elle est plus grosse, le scan il est plus lent. Donc du coup, on rajoute 15 secondes en moyenne sur 220 buts par mois. Donc ça fait à peu près 3300 secondes. Tu vois l'idée ? Et donc du coup, au total, à la fin du mois, ça nous fait 22 € de perdu. Alors là, ce qui est intéressant de noter tout de suite, c'est que tu as un effet cascade en fait qui va impacter
énormément de domaines et pas Tout à que fait. l'aspect financier ou l'aspect temps au niveau de chaque dev. Ce qu'il faut bien faire comprendre effectivement à celles et ceux qui nous écoutent là, c'est que tu as un effet cascade en fait qui s'accumule quand tu commences à t'intéresser à l'ensemble des aspects ou l'ensemble des problématiques qui vont être liées à ton image. C'est ça. En C'est fait, ça, hein. 100 mégas de trop, ça t'impacte l'expérience de dev, Mm. ça t'impacte la CI, ça t'impacte les équipes cyber qui sont déjà surchargées actuellement. Donc en fait, ça te fait vraiment un cumul en termes d'argent qui n'est pas neutre. Et en plus, ça a aussi un autre impact. Ça, bon, on peut pas le mesurer avec du FinOps ou du GreenOps, mais il y a le côté lassitude en fait des équipes. Ouais. Ah, encore une faille, machin, etc. Et donc, plus il y a de failles, plus en fait, les personnes aussi côté cyber vont en avoir marre. Donc, ils vont essayer de commencer à mettre des règles de gestion très strictes et très drastiques. Et donc, du coup, au final, t'as plus rien qui bouge. Et on arrive à des situations où c'est complètement sclérosé, en fait. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas encore véritablement abordé la question du surcoût au niveau infrastructure. Exactement. Là, on n'est que dans de l'humain. Et donc, du D'accord. coup, si on fait le calcul sur une année pour la partie sécurité, on est à 1320 € de plus par rapport à si l'image était dans une taille standard. C'est toujours des coûts en plus. Tu vois, c'est pas le coût nominal. C'est le coût nominal plus un extra, un extra de 1320 €. Et encore, dans mes exemples, c'est simplifié, c'est volontaire. Tu vois, j'ai mis que 2 failles par mois. Oui, tout à fait. Donc on est sur Mais, des trucs qui sont, on va dire, en dessous de la réalité. ouais. Presque. Mais en fait, et en plus, on peut même pas appeler ça des coûts cachés. Ben non, c'est pas. Enfin, c'est des coûts cachés. Alors si, parce que ça va dépendre de la taille de ta structure. Parce que si par exemple la structure n'a pas encore mis en place de mécanismes de throwback autour du CI, autour de tous ces éléments-là, bah en fait tu le vois pas. C'est caché. Et après, il y a un autre truc, c'est qu'aussi, bon, on reste en France, donc la partie, on va dire, finance humaine, entre guillemets, donc les salaires, les charges, etc., c'est quand même quelque chose d'assez sensible et on n'en parle pas. Donc, tu auras du mal à avoir des infos, tu vois, de savoir combien ça coûte un dev qui attend, quoi. D'accord. Donc là, tu as parlé de la partie, effectivement, un petit peu outillage, tu as parlé de la partie image et du coup humain. Donc, la dernière étape, c'est vraiment la partie infra et quand ça pèse sur un petit peu tout ça. Tout à fait. En fait, du coup, j'ai fait Alors, on va partir sur la partie cluster Kubernetes déjà. Rien que la partie cluster Kubernetes avec cette petite image un petit peu trop grosse. Donc, on va partir sur un cluster moyen d'à peu près 10 nœuds, en général, parce que tu fais rarement du cluster Kubernetes à 2 nœuds, ça n'aurait pas de sens. Donc, sur un cluster à 10 nœuds, il ne faut pas oublier que chaque nœud, lui-même, doit télécharger l'image. Et la stocker dans son cache, pour pouvoir démarrer l'image derrière. Donc ça, déjà, tu as ce temps de téléchargement de l'image. Peu importe que tu aies un registry plus proche, machin, etc., il y a toujours le téléchargement de l'image. Ensuite, l'image du conteneur, elle est compressée. C'est un tar GZ, donc du coup, il faut le décompresser. Décompression, donc du CPU perdu pour ces 100 mégas de trop. Et donc, du coup, ça, on va dire que c'est la partie, on va dire, visible. Ton image, elle est un peu plus grosse, donc du coup, tu as un petit peu plus de temps CPU, machin, etc. Ça, c'est classique, le téléchargement aussi. Mais en fait, tu as un autre impact. Tu as le ralentissement des rolling updates. Parce que du coup, quand on veut mettre à jour un service dans Kubernetes, on va faire du rolling update. C'est-à-dire qu'on va créer un nouveau conteneur avec cette nouvelle image. Pour remplacer un, si ça fonctionne, machin, etc. Donc ça, c'est le rolling update, c'est le principe. On remplace la ressource par une nouvelle. Une fois que la nouvelle est provisionnée, on enlève l'ancienne. Donc, tant que l'image n'est pas sur le nœud, bah, il ne démarre pas, donc du coup, il va attendre pour télécharger le nœud. Donc, du coup, ça veut dire qu'on a du temps CPU côté Kubernetes qui va attendre que l'image soit dispo. Bon, c'est pas forcément énorme, mais c'est toujours ça. En plus, du coup, l'image, on la stocke pas
dans le néant, la stock, sur le disque de cette VM de nœuds. Donc du coup, il faut forcément avoir un volume plus important puisque l'image elle est plus grosse. Donc tu dois avoir des disques plus gros chez un hyperscaler. Par exemple, tu prends, moi j'avais fait le calcul pour la partie Azure normalement, ouais. Si par exemple tu passes de nœuds, enfin de tes nœuds, tu les passes de 32 à 64 gigas par nœud, c'est 2 fois plus cher. Donc tu passes de 2,28 pour le stockage à 4,57 par nœud et par mois. Donc si tu fais le calcul, 4,57 multiplié par 10, bah, ça fait déjà 47 €. Non, pardon, je fais une bêtise là. Tac, multiplié par 10, on a dit. Oui. Ah oui, 45,70, pardon. Voilà. Donc en fait, du coup, sur la partie cube, on a tout un tas d'impacts. Donc il y a l'autoscaling qui forcément va être ralenti. Donc tu risques de rater tes SLA. On sait jamais, ça peut être important. Des fois, ça peut coûter très cher, encore plus que tout le reste, encore plus que les centimes que je mets là. La partie multitenant, parce que du coup, si par exemple il y a un nœud qui a plus d'espace disque, et ce qui va se passer, bah du coup l'image va pas marcher, donc du coup le scheduler va commencer à aller la mettre ailleurs, etc. Donc il va retélécharger l'image, ainsi de suite. Du coup, dans la partie runtime aussi, forcément, il y a plus d'overhead, il y a plus d'éléments dans l'image, donc il y aura forcément plus de garbage collection, donc ça veut dire qu'on utilise de la mémoire pour rien. Donc ça fait tous ces éléments-là. Et alors le pire du pire, c'est quand on a des jobs éphémères. Tu vois, dans Cube, tu peux lancer des conteneurs qui tournent tout le temps, donc on appelle ça généralement des pods, qui tournent avec un deployment ou quelque chose comme ça. Si on fait des jobs, soit avec des jobs KEDA, soit avec des jobs Kubernetes, cron job, etc. Si ton image, elle n'est pas présente sur le nœud, bah, il faut qu'il la télécharge, donc du coup, t'attends. Et donc, ton job, il peut du coup avoir un impact sur l'utilisateur. L'expérience utilisateur se trouve dégradée. Et ça, à le chiffrer, c'est encore plus compliqué parce que du coup, ça nuit à ton image. Genre le gars qui veut uploader son image, machin, et qu'elle soit traitée par ton système qui est dans ton cube. Si l'image met 5 minutes à se télécharger au lieu de 1 minute, bah, le gars, il a attendu 4. Et ce qu'il voit, lui, bah, c'est lent. Du coup, il râle. Forcément, du coup, toujours pareil, hein, les stratégies de déploiement. Donc, si tu fais du rolling update, déjà, ça a un impact. Si tu fais du blue-green, c'est encore plus d'impact. Et si tu fais du canary, bah, c'est encore pareil, parce que finalement, c'est le même principe. Donc, tu complexifies en fait tes bascules, tu complexifies tout ça. Forcément, si dans ton cluster, tu as déjà mis en place du shift down pour la sécurité, donc tu as mis en place, je sais pas moi, un Kyverno, un mécanisme pour scanner les images en termes de vulnérabilité, vérifier que l'image qui est dans le cluster. Parce que souvent, en fait, l'image, elle est vérifiée au moment de la CI et du CD, donc tu vérifies que ton image, elle est propre, machin. Sauf que si ton image, tu la touches pas pendant 2 mois, 3 mois, comment tu vérifies que celle qui est dans ton cluster, elle est bonne? Tu peux pas. Tu es obligé de le mettre dans le cube. Donc, du coup, tu retrouves les surcoûts qu'on avait plus haut dans l'étape sécu, mais au niveau de ton cluster. Et donc, du coup, en fait, on se mord la queue, quoi, en fait. Oui, tout à fait. C'est ça. Pour 100 mégas, hein, en plus. On n'est pas sur un truc de fou. Hein. Donc, t'imagines quelqu'un qui aurait des images qui ferait, par exemple, 1 giga de trop. Les coûts, comment ils s'envolent, en fait, c'est une folie. Je présume que tu rencontres des cas où on te dit, bah, si on a des problèmes de charge, bah, on rajoute de la cache, on rajoute de la mémoire, on rajoute du CPU. Oui, ça arrive souvent. Et puis, c'est aussi des constats qu'on peut partager partout, en fait. Mais quelque part, je dirais que c'est un peu la solution de simplicité, mais à partir du moment où tu commences à avoir, je sais pas moi, une baisse d'activité dans ton entreprise ou quelque chose comme ça, tu commences à avoir de la chasse aux sorcières. Et en fait, en général, ce qui se passe, c'est que on va mettre en place une mauvaise démarche FinOps. Donc, qu'est-ce que j'appelle une mauvaise démarche FinOps? C'est centré sur les coûts. Alors, en fait, c'est pas ça. Le but, c'est d'avoir l'équilibre, en fait. Et donc, du coup, c'est plus important. Enfin, c'est plus intéressant de le faire au départ, de réfléchir, de se dire, bah, OK,
faut peut-être montrer aux développeurs le surcoût de telle ou telle action, d'avoir peut-être des approches dans le code qui soient plus green, parce qu'en final, on se rend très vite compte que l'approche GreenOps et l'approche FinOps, elles sont complémentaires, et que du coup, si ton code il est propre d'un point de vue green, d'ailleurs j'ai mis fond vert, hein, tu te rends vite compte en fait que les deux sont très corrélés et que en fait ça a un impact en fait direct. Donc, ouais. tu vois, par exemple, j'ai eu ce cas-là donc chez un client. Donc en fait, j'ai corrigé donc leurs images Docker. On est passé d'images qui faisaient 1,3 giga, tu vois, à des images qui faisaient à peu près 200 mégas. Ouais. Oui, en fait, là, tu es vraiment dans du tuning d'image et vraiment adapter l'image aux besoins réels que l'on va avoir en prod. Tout à fait. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au final, la modification n'a pas pris tant de temps que ça. En termes, le commit, je l'ai toujours. Hein, il y a 4 lignes qui changent. Hein. Oui, c'est ça. On n'est pas sur un truc de fou. C'est pas, il faut pas tout refaire, faut pas tout reprendre, etc. Faut pas avoir peur de cette optimisation-là, parce que finalement, elle est si simple à tester, c'est facile à mettre en place, et on a des économies qui sont quand même énormes. Et je dirais que c'est plus important que de se dire je vais essayer de renégocier mon contrat avec tel ou tel éditeur. Non. Il faut déjà faire ce que tu peux faire toi, à ton petit niveau, peu importe, même si tu as admin système dans une boîte, si tu veux une image qui est crado, nettoie-la. Nettoie-la. Mesure après l'efficacité de ce que tu as fait comme changement. Donc, du coup, on avait fait le calcul avec quelqu'un de l'équipe de ce client. En fait, on s'est rendu compte que du coup, c'était 100 000 € de moins sur la première année, juste sur la partie logistique. Oui. Et en fait, on a trop tendance à s'appuyer sur ce que l'on trouve dans les référentiels ou les catalogues. Typiquement, pour bien démarrer, on va prendre une base Alpine parce qu'on se dit qu'elle est petite, mais c'est pas forcément adapté à ce qu'on veut. En fait, t'as pas le choix. Il faut faire du benchmark. Donc, en général, ce que je fais, c'est que je fais du benchmark entre si j'ai une image Distroles, une image Alpine, ou des fois une image même plus grosse. Parce qu'en fait, tu vas avoir déjà des outils dedans que tu n'as pas besoin de réinstaller, donc du coup, ça prend moins de temps, et ainsi de suite. Ouais. Donc en fait, le truc, c'est toujours de faire du benchmark en fait, pour voir quelle est la meilleure option. Pas se dire, je mets du Alpine partout parce qu'Alpine c'est petit, machin. Parce que le jour où tu as un problème de librairie qui monte pour Alpine, il faut tout refaire. En fait, il faut avoir une approche cas par cas et vraiment regarder en fait, le résultat final. Le temps de build, parce que ça c'est important au final, ça a quand même un impact en termes de coût. Le poids d'image finale et le nombre de CVE. Tu scannes en fait tes différentes versions. Voilà. Et si tu fais du multistage, en fait, au final, même si par exemple tu te dis j'ai pas envie d'investir sur la modernisation on va dire de cette première image qui va me servir de référence pour mes builds, en fait tu peux changer quand même ta dernière image pour avoir quelque chose de plus léger. Après, ça dépend du langage, ça dépend de plein de choses, mais globalement, il y a plein de petits quick wins que tu peux faire, que tu peux mettre en place pour optimiser la taille de tes images finales, qui réduit forcément le nombre de CVE, parce que tu as moins de trucs dedans, donc forcément, tu as moins de problématiques de ce niveau-là. Oui, tout à fait. Ouais. Ça t'accélère ton process de développement. D'accord. Donc après, il y a aussi derrière la mise en place de mécanismes de cache, etc., pour tes layers, etc. Essayer d'avoir quand même des images de base qui se ressemblent un peu pour aussi les mutualiser quelque part. Mais c'est pas le truc à faire d'abord. Faut pas se dire, je vais mutualiser d'abord mes images, parce qu'en fait, ça marche pas comme ça. D'abord, tu laisses les gens adopter le fait de retravailler ces images pour avoir quelque chose de propre. Une fois que tu as un état des lieux, c'est là où tu peux te dire, qu'est-ce qu'on peut mutualiser. Faut pas faire dans l'autre sens et forcer les gens à mutualiser, parce que sinon tu te retrouves avec des choux-fleurs en forme de carottes. Et ça marche pas. Il ne faut pas tout inventer en fait. D'abord on met en place, ensuite on standardise, mais pas l'inverse. Ça c'est aussi un problème de méthodo, quoi, on va dire. Si une équipe, une entreprise veut te contacter, on te contacte de quelle manière? Par LinkedIn, par mon site internet, n'importe. Cherchez Étienne Deneuve sur Google. Je suis assez facilement.
Bon, Il n'y a pas de souci. très très bien, super. En tout cas, un grand merci à toi et puis à très bientôt pour un nouveau podcast.